Et si vous n'étiez là que parce que vos ancêtres ont éliminé leurs cousins? Durant 250 000 ans, les humains n'étaient pas seuls. Nous partagions la planète avec des rivaux plus trapus, plus forts et tout aussi intelligents, les Néandertaliens. Soudain, ils ont disparu, nous laissant la Terre. Qu'est-ce qui a permis à Homo sapiens de dominer dans cette lutte pour la survie? Était-ce la puissance cérébrale, le travail d'équipe ou simplement la chance? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous explorons pourquoi nous avons survécu alors que les Néandertaliens ont disparu. Avant de parler de leur mode de vie, parlons d'abord du type de créatures qu'ils étaient réellement. Les Néandertaliens étaient non seulement intelligents, mais aussi très robustes, surpassant clairement notre solidité. Le mâle néandertalien moyen pesait environ 83 kg, soit 20% de plus qu'un homme moderne. Cro-Magnon. La différence de poids s'explique par des os bien plus épais, parfois 2 fois plus, ce qui suggère une musculature exceptionnelle. Leur carrure trapue leur apportait force et résistance, les aidant à survivre aux hivers rigoureux et à affronter la mégafaune de l'ère glaciaire qu'ils chassaient. Il en fallait beaucoup pour mettre un néandertalien à terre et le maintenir au sol. Au moins 79% des néandertaliens montrent des traces de blessures traumatiques totalement guéries, allant des fractures osseuses aux amputations de membres. Mais les néandertaliens n'ont pas mis tous leurs points dans la force et la constitution. Ils étaient sans doute d'excellents sprinteurs grâce à leurs muscles puissants et leurs grands poumons. Cependant, ils n'auraient pas été de très bons coureurs d'endurance. Des études génétiques montrent que les fibres musculaires des néandertaliens étaient mieux adaptées aux efforts courts et intenses qu'à l'endurance. Contrairement aux premiers humains, qui chassaient par pure endurance en poursuivant leur proie jusqu'à ce qu'elle s'effondre d'épuisement, les néandertaliens étaient des chasseurs d'embuscades, préférant foncer sur leurs cibles et les affronter de front. Pour comprendre leur situation actuelle, il faut remonter des centaines de milliers d'années, à l'ère glaciaire. C'était l'époque où les premiers humains se répandaient hors d'Afrique et pénétraient en Eurasie. Les crânes de cette période montrent que leurs ancêtres, Homo heidelbergensis, subissaient lentement une néandertalisation, chaque génération s'adaptant un peu plus au climat froid et rude. Ces caractéristiques ont été accentuées par des périodes d'isolement, dues aux conditions météorologiques extrêmes. Ces groupes isolés d'Homo heidelbergensis ont évolué pour devenir une espèce distincte, Homo neanderthalensis. Les néandertaliens peuvent être différenciés de leurs contemporains humains, appelés Cro-Magnons, de plusieurs façons. Ils avaient une cage thoracique large, des membres courts et une grosse tête avec de grands yeux, des cavités nasales larges, une arcade sourcilière marquée et de grandes dents puissantes. Leur large cage thoracique abritait de grands poumons, et leur grande cavité nasale servait d'humidificateur, facilitant la respiration par temps glacial. Les recherches génétiques sur les néandertaliens indiquent qu'ils avaient sans doute des couleurs de peau et de cheveux variés comme nous. Les néandertaliens avaient probablement des cheveux, une peau et des ongles plus épais que nous. On croyait les néandertaliens plus petits que nous. Mais de récentes études montrent qu'ils étaient de taille similaire aux humains Cro-Magnons. Et si vous les imaginez courbés comme des singes, oubliez ça, c'est juste un autre mythe. Ce mythe vient d'un seul squelette de néandertalien étudié à La Chapelle-aux-Saints, en France, en 1911. On a découvert plus tard que ce squelette était celui d'un néandertalien âgé, probablement arthritique, et sa posture courbée a été généralisée à l'espèce entière. C'est comme trouver un squelette d'enfant, et conclure que les humains étaient tous très petits. Les néandertaliens étaient sans doute moins droits que nous, mais nos prédécesseurs ne s'appelaient pas Homo erectus pour rien. Ils étaient bien plus proches de nous que vous ne le pensez. Quant à l'intelligence, des découvertes récentes suggèrent qu'ils étaient peut-être aussi intelligents que nous. Cela contredit les théories du biologiste du 19e siècle Ernst Haeckel, qui qualifiait les néandertaliens de Homo stupidus. Cette idée fausse vient surtout du fait que les néandertaliens avaient un cervelet un peu plus petit que les humains. Mais cela ne raconte pas forcément toute l'histoire. Les néandertaliens utilisaient des outils en pierre complexes, tels que haches et lances, des millénaires avant l'arrivée de nos ancêtres en Europe. Ils fabriquaient des vêtements simples à partir de peaux d'animaux pour se tenir chaud en hiver. Ils avaient probablement aussi les outils pour faire du feu, car les archéologues ont trouvé des preuves de foyers dans les grottes où vivaient les Néandertaliens. Des preuves trouvées dans des grottes françaises suggèrent qu'ils avaient également des méthodes pour fumer et conserver la viande afin de la stocker pour plus tard. Ce n'est pas la seule preuve fascinante de l'intelligence des Néandertaliens cachés dans des grottes reculées. Plusieurs cas de gravures uniformes réalisées avec des outils en silex bien conçus pourraient avoir existé. Cela peut ne pas sembler très important, mais un groupe de chercheurs qui étudie la question ne serait absolument pas d'accord avec vous.
Ils ont déclaré que la gravure exigeait un excellent contrôle neuromoteur et volontaire, impliquant une attention soutenue. Tout cela peut être déduit des lignes gravées dans les grottes, il y a 35 000 ans. Si vous vous demandez l'utilité de ces marques, il semble que les Néandertaliens étaient sans doute artistes. Des spécimens montrent des fossiles marins, et en 2024, des archéologues espagnols ont trouvé une collection de coquillages dans un habitat néandertalien. Objets sans utilité évidente. Ils auraient pu appartenir à un jeu, servir de monnaie, ou avoir été placés là parce que le Néandertalien les trouvait beaux. Mais ces possibilités montrent un niveau de pensée abstraite, que nous ne pensions pas qu'ils pouvaient atteindre. Il existe également de nombreuses preuves que les Néandertaliens aimaient personnaliser leurs outils, en ajoutant des plumes d'oiseaux, ou des os, non pas pour des raisons pratiques, mais pour le style, ou peut-être même pour une signification spirituelle. Vous vous souvenez de certaines des blessures des Néandertaliens que nous avons mentionnées plus tôt. Ces taux élevés de blessures graves montrent aussi que les Néandertaliens étaient très sociaux et étonnamment intelligents. Le spécimen Shanidar I, découvert au Kurdistan en 1957, présentait un bras droit absent et de graves traumatismes crâniens. Des blessures l'ont sans doute rendu aveugle d'un œil et sourd. Vu la gravité de ces blessures, vous penseriez sûrement que c'est cela qui l'a tué, non? Une analyse de 2017 a montré que toutes ces blessures étaient complètement guéries. Et malgré cela, Shanidar I a vécu jusqu'à plus de 40 ans, ce qui était plutôt vieux à l'époque. Même en tenant compte de la robustesse des Néandertaliens, il n'y avait absolument aucune chance que Shanidar I ait survécu aussi longtemps sans l'aide des autres membres de sa communauté. Cela montre que la société néandertalienne était assez organisée pour s'occuper de ces malades et blessés. Ils enterraient également leurs morts, avec des objets qui pouvaient avoir une signification symbolique, comme des fleurs et des pointes de flèches gravées. Tout cela indique une société complexe, au même niveau que les Cro-Magnons. Mais chose étrange, la question reste ouverte quant à savoir si oui ou non, les Néandertaliens maîtrisaient le langage comme nous le comprenons aujourd'hui. Ils avaient un ossioïde presque identique au nôtre, qui est une partie importante de la parole. Mais sans connaître l'aspect de leur corde vocale, c'est impossible à dire. Les Néandertaliens étaient aussi sociaux avec d'autres espèces. Il existe une autre créature mystérieuse, semblable à l'homme, dans notre passé. Les Denisoviens. Nous ne savons pas grand-chose à leur sujet, à part le fait qu'ils vivaient principalement dans les grottes glacées de Sibérie. Mais des études ont montré que certains Denisoviens coexistaient dans leurs grottes avec des Néandertaliens, vivant ensemble, travaillant ensemble et même se reproduisant entre eux. Si les Néandertaliens étaient aussi intelligents, plus forts et résistants que les Cro-Magnons, pourquoi ont-ils disparu? L'évolution favorise la survie du plus apte et les Néandertaliens étaient robustes. Comment une espèce aussi prospère a-t-elle disparu? Depuis la découverte des Néandertaliens, de nombreuses théories lui ont été avancées pour expliquer leur disparition. Au début des années 1900, les scientifiques pensaient que les Néandertaliens avaient évolué en humains après avoir décrit l'espèce. À cette époque, ils voyaient l'évolution comme un processus linéaire suivant une trajectoire droite. Les Néandertaliens venaient des singes, et les humains descendaient d'eux. On pensait surtout que ça marchait comme l'évolution dans Pokémon. Mais à mesure que la compréhension de la génétique s'est développée, les scientifiques ont compris que les Néandertaliens et les humains étaient deux espèces distinctes ayant évolué à partir d'un ancêtre commun. De plus, des preuves archéologiques ont démontré que les humains et les Néandertaliens ont coexisté pendant une partie de l'ère du Pléistocène. Les estimations de leur coexistence varient entre 2600 et 7000 ans. Les ossements et artefacts de Cro-Magnons découverts semblent dater de la période où les Néandertaliens déclinaient. Cela a mené à la théorie principale. Les Cro-Magnons auraient exterminé les Néandertaliens. Étant donné l'état des squelettes néandertaliens, il est difficile de savoir si certains ont été tués par des armes de Cro-Magnons. Mais il n'y a pas non plus de preuves qu'ils ne se sont pas battus. Pour les sociétés humaines préhistoriques, il est difficile de le dire. Paul Petty, un paléoanthropologue de l'université de Durham, est même allé jusqu'à le dire. Bien que des contacts aient évidemment eu lieu de temps en temps et aient pu être violents, cela restait exceptionnel et certainement pas suffisant pour contribuer à l'extinction des Néandertaliens. Mais même sans guerre directe, les Cro-Magnons auraient pu éliminer les Néandertaliens indirectement via des maladies. Lorsque les Cro-Magnons ont migré vers le nord en quittant l'Afrique, ils ont probablement apporté avec eux tout un ensemble de germes auxquels le système immunitaire des Néandertaliens locaux ne savait pas faire face. Les deux espèces se disputaient les mêmes ressources alimentaires, et lors des hivers rudes de l'âge de glace, cette rivalité pouvait devenir mortelle.
Une théorie répandue sur la disparition des Néandertaliens évoque une mauvaise alimentation, qui pourrait aussi causer notre perte. Une étude révèle, grâce au zinc présent dans les dents des Néandertaliens, qu'ils avaient un régime surtout carnivore. Le régime plus équilibré et omnivore des Cro-Magnons, riche en vitamines et en glucides, les maintenait en meilleure santé et favorisait un développement physique supérieur, tandis que les Néandertaliens prenaient du retard. Mais ce n'est pas seulement que les Cro-Magnons avaient toujours de quoi manger. Des recherches ont montré que les Néandertaliens tiraient 80 à 90% de leurs protéines des proies qu'ils chassaient. Si les populations de proies diminuaient à cause de circonstances extérieures, des populations entières de Néandertaliens pouvaient mourir de faim, et cela avait des conséquences macabres. Les anthropologues ont trouvé des indices que les Néandertaliens auraient pratiqué sur leurs semblables la même boucherie que sur leurs proies, renforçant l'idée de possibles pratiques cannibales. Lorsque le génome de Néandertaliens a été séquencé en 2010, cela nous a donné une autre théorie potentielle, plus optimiste, sur la raison de leur extinction. L'acide désoxyribonucléique de l'humain moderne est très proche de celui du Néandertalien, davantage que la similarité de 98,7% que nous avons avec les chimpanzés. Les deux espèces étaient en réalité suffisamment proches pour pouvoir produire ensemble une descendance viable, ce que les scientifiques pensent être arrivé fréquemment. Suffisamment pour que la plupart des gens aient jusqu'à 2% d'héritage néandertalien. Beaucoup de gènes néandertaliens sont de l'acide désoxyribonucléique non codant, mais certains restent importants pour notre biologie actuelle. Par exemple, les gènes oligoadénylate synthétase 1, 2 et 3 aident à combattre les infections virales. D'autres vestiges, tels que ASB1 et EXOC6, sont associés au fait d'être couche-tard, un trait plus fréquent chez les personnes d'origine européenne. Et c'est un trait qui aurait été inestimable pendant un long et sombre hiver de l'âge de glace. Mais avec ces traits génétiques très utiles, les Néandertaliens nous ont aussi transmis des gènes qui prédisposent certaines personnes à la thrombose veineuse profonde, à la dépression clinique et aux allergies saisonnières. Alors, ne les remerciez pas trop non plus. Même si, comme nous l'avons expliqué plus tôt, les Néandertaliens étaient surpassés par les Cro-Magnons, le contact et le métissage avec eux auraient aussi été très bénéfiques pour les Néandertaliens. À l'arrivée des Cro-Magnons en Eurasie, les Néandertaliens déclinaient déjà. De petits groupes isolés souffrirent d'une forte consanguinité. Leur arrivée et les romances interespèces ont revitalisé leur patrimoine génétique par du sang neuf. Il est donc possible que les Néandertaliens ne se soient pas complètement éteints. Ils ont fusionné avec les Homo sapiens de Cro-Magnon, créant l'humain moderne. Le changement climatique a aussi contribué à la disparition des Néandertaliens. Le Pléistocène est d'ailleurs surnommé l'âge de glace. Il faisait vraiment froid. Pendant cette époque, la Terre alternait entre des périodes glaciaires, où en gros le climat passait du froid au très froid. La disparition des Néandertaliens coïncide avec l'événement climatique Heinrich H5, une vague de froid extrême ayant duré des millénaires. On pense aussi que cela a causé l'extinction de l'ours et de la hyène des cavernes, ainsi que d'autres grands mammifères. Les animaux adaptés au froid brûlent plus d'énergie pour maintenir leur température et doivent donc consommer beaucoup de calories. Tout changement dans la quantité de nourriture disponible peut avoir des effets désastreux sur toute la chaîne alimentaire. Les Néandertaliens étaient aussi vulnérables aux fortes baisses de température pour une autre raison. Et cela va sembler étrange, mais restez avec nous. La forme de leurs pouces, les mains des Néandertaliens et celles des Cro-Magnons ainsi que des humains modernes sont en grande partie similaires, à deux grandes différences près. Leurs doigts étaient un plus trapus, et leurs pouces sortirent de leurs mains selon un angle différent. Cela pour la plupart n'affectait pas leur capacité à chasser, cuisiner ou utiliser des outils, mais cela signifiait probablement qu'ils avaient beaucoup moins de dextérité manuelle que nous. Des compétences comme la couture leur étaient sûrement inaccessibles. Cette théorie est appuyée par le fait qu'aucun poinçon ni aiguille à coudre n'a jamais été retrouvé sur un site de fouilles néandertalien. Bien qu'ils tannent des peaux et fabriquant de couvertures et ponchos, ils restaient moins à la mode que les Cro-Magnons. À l'époque, les preuves indiquaient qu'ils utilisèrent des tendons pour assembler la peau en vêtements ajustés, ce qui protégeait mieux du froid que les manteaux amples des Néandertaliens. Au final, les Néandertaliens ont probablement disparu à cause d'un mélange de tous ces facteurs, chacun alimentant le suivant. Mais tous ces problèmes ont été aggravés par la plus grande difficulté de toutes, leur surspécialisation. Les Néandertaliens étaient forts et robustes, à un degré qui pourrait sembler être un super pouvoir comparé à un humain moderne chétif. Mais cette force était le résultat d'une adaptation extrêmement poussée, à un environnement très spécifique. Puis, lorsque cet environnement a commencé à changer,
Ces mêmes adaptations les ont empêchés de partir. Les preuves suggèrent que les Néandertaliens étaient au moins quelque peu nomades, leur clan passant d'une grotte à l'autre dans une même région. Mais ils étaient bien moins capables d'entreprendre les voyages des premiers humains. Les mêmes corps trapus et membres courts, qui faisaient des Néandertaliens des prédateurs embusqués parfaits en milieu subarctique, signifiaient aussi qu'ils ne s'aventuraient probablement pas au-delà de leurs territoires établis, du moins pas très souvent. Cela a rendu les populations néandertaliennes très isolées, surtout pendant les périodes glaciaires. C'est sans doute pourquoi on trouve tant de preuves de consanguinité dans l'acide désoxyribonucléique néandertalien. Comparez cela aux Cro-Magnons, qui ont évolué dans un environnement très différent des Néandertaliens, la savane africaine. Venant d'un climat plus chaud, leur corps utilisait mieux l'énergie. Leurs membres longs, os légers et silhouettes fines leur permettaient de distancer les prédateurs et de couvrir de plus grandes zones pour chercher eau et ressources. La capacité de Cro-Magnon à choisir une direction et continuer d'avancer. C'est ce qui leur a permis de se frayer un chemin jusqu'en Eurasie, et finalement jusqu'en Amérique, en passant par le détroit de Bering gelé. Leur plus grande dextérité manuelle signifiait également qu'ils pouvaient fabriquer des outils plus spécialisés pour les aider à survivre dans n'importe quel environnement. Des vêtements aux paniers tressés, en passant par lances, frondes, radeaux et bateaux, pour naviguer jusqu'en Australie. Et malgré l'environnement difficile, leurs descendants sont toujours là, 40 000 ans plus tard. Au bout du compte, les Néandertaliens n'ont pas disparu parce qu'ils étaient incapables de réussir. Pendant un certain temps, ils s'en sortaient même plutôt bien. Ils ont disparu parce qu'ils étaient tellement parfaitement adaptés à cette période qu'ils n'ont pas pu s'adapter à autre chose. Si rien d'autre, l'histoire de l'ascension et de la chute de l'Homo néanderthalensis est avant tout un avertissement sur les dangers de se complaire dans le confort du présent. N'ayez jamais peur de changer et soyez toujours persévérants, même si vous faites des erreurs en chemin. Ce sont ces qualités qui nous ont permis d'aller si loin. Si nous cessons de les cultiver, nous pourrions finir comme les Néandertaliens. Les humains modernes ont survécu, les Néandertaliens ont disparu. Mais comment vivaient-elles vraiment ? Découvrez une journée dans la vie d'un Néandertalien pour remonter le temps et voir comment vivaient nos cousins anciens, ou cliquez sur cette vidéo